Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Data Break by 55. Dans chaque épisode, nous vous embarquerons à la découverte des enjeux de la transformation data d'une industrie, des points de vue de nos experts et invités face aux dernières solutions technologiques du moment, ou encore d'insights sur la vie chez 55 racontés par les 55ers. Je suis Claire Dulac, senior marketing spécialiste chez 55 et j'ai le plaisir de partager cette tasse de thé avec Guillaume Tollet, exécutif directeur chez 55 pour ce nouvel enregistrement de Data Break. Avant de parler de notre thème du jour, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter ton rôle chez 55 ainsi que ton champ d'expertise ? Merci beaucoup Claire de me recevoir. Je suis Guillaume Tollet, je suis directeur exécutif chez 55. J'ai en charge le bon management d'un grand nombre d'équipes de consultants au plus près de nos clients qui traitent de projets de données autour de la web analyse, du scoring, de la data science. Je suis aussi en charge de la communauté privacy au sein de 55 pour le bureau parisien, mais aussi pour l'ensemble des bureaux à l'international pour 55. Au préalable, avant de venir chez 55, j'ai été Data Protection Officer pour une grande agence média au moment de l'avènement du RGPD en 2017, 2018, 2019. Et avant, en 2012, j'ai eu la chance aussi de travailler sur des sujets de conformité des données pour une grande banque française autour des enjeux de digitalisation et de scoring client. Parfait, merci pour cette introduction et du coup ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve pour un épisode pour faire le bilan après les 5 ans du RGPD. Donc lors de la mise en place du règlement général de la protection des données en mai 2018, les attentes de l'écosystème étaient assez limitées. La plupart, même sceptiques, ne s'attendaient pas forcément à ce que le RGPD prenne autant d'ampleur au fur et à mesure des années. Mais avant du coup de rentrer un peu dans tout le détail de ce bilan que tu vas nous poser, est-ce que tu peux nous dire un peu plus rapidement qu'est-ce que le RGPD ? Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Il a été voté en 2016 avec une application différée au 25 mai 2018. Il vise à encadrer l'utilisation des données personnelles processées par les entreprises et par les organismes publics, et quelle que soit la nature des données, qu'elles soient RH, IT, commercial ou même back-office. Et en tant que règlement, il s'applique de la même manière au sein de l'ensemble du territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire au sein des 27 pays membres de l'Union européenne. Ok, parfait. Du coup, j'entends beaucoup parler quand on parle de RGPD de la CNIL, donc j'aimerais bien savoir si tu pouvais un peu plus me détailler le rôle de la CNIL justement. Le rôle de la CNIL dans la mise en avant du RGPD a été triple. Tout d'abord, la CNIL a joué un rôle d'accompagnement des entreprises dans la bonne prise en compte du RGPD. En effet, le 25 mai 2018, beaucoup d'entreprises ne connaissaient même pas l'existence du RGPD et donc de l'ensemble des règles qu'il fallait respecter. La deuxième chose qu'a réalisé la CNIL, c'est la rédaction d'un certain nombre de fiches pratiques pour accompagner les professionnels dans les entreprises dans la bonne application concrète du RGPD dans leur domaine d'activité. Cela a été notamment le cas dans le domaine de la santé, des ressources humaines, de l'assurance et aussi dans le secteur marketing. Okay. Et bien entendu, la CNIL est un régulateur, donc elle a aussi un rôle de contrôle et de sanction pour l'ensemble des organismes non conformes au RGPD. Et il ne faut pas oublier que la CNIL est un régulateur aussi influent au sein de l'EDPB. Le DPB, c'est quoi ? C'est le European Data Protection Board, qui réunit l'ensemble des CNIL européennes. Et la CNIL a une influence toute particulière sur ce board et use de son soft power pour véritablement aussi influer sur l'application réelle du RGPD au sein de l'Union européenne. Et dernièrement, aussi, la CNIL, de par ses sanctions, de par ses mises en demeure, influence fortement aussi l'appréciation des entreprises face aux risques de non-conformité au RGPD. Et la CNIL aussi lance chaque année un certain nombre de plans d'action. Pour 2023, ces 2 plans d'action sont 1. Les applications mobiles et l'ensemble des traceurs associés aux applications mobiles, et 2. Un grand plan d'action autour de la compréhension et des risques associés à l'intelligence artificielle. Si on revient un tout petit peu plus du coup sur le RGPD, quels sont les 3 principes centraux en fait qui constituent le RGPD et qui du coup en 2018, quand ça a été entré en vigueur, étaient assez nouveaux à l'époque ? Le RGPD, au-delà de l'harmonisation des règles au sein de l'Union européenne et la clarification des rôles entre le responsable de traitement et le sous-traitant de données personnelles, c'est-à-dire entre la marque et l'ensemble de ses sous-traitants, le RGPD a été véritablement un big bang pour l'ensemble des entreprises, car il fallait respecter un certain nombre de rôles et de responsabilités et de règles associées pour être en bonne conformité. On peut mettre en lumière 4 grandes règles et 4 grands principes qu'il faut respecter. Le premier, c'est la finalité de la collecte de données. On ne peut pas collecter, le mythe du big data de collecte des données sans avoir de finalité, d'objectif, de but, est un mythe passé qui ne peut pas s'appliquer avec le RGPD.
Okay. Les entreprises, lorsqu'elles collectent des données avec le RGPD, elles doivent avoir un objectif précis. Le deuxième grand principe, c'est le principe de proportionnalité. Pour atteindre cet objectif, atteindre cette finalité, les entreprises doivent avoir une collecte raisonnée sur les données personnelles des utilisateurs pour atteindre cet objectif. Toute surcollecte est interdite et il faut pouvoir justifier de l'utilisation de telle ou telle typologie de données. Le troisième grand principe, qui a été véritablement une révolution avec le RGPD, ça a été le devoir informationnel et le respect des droits des personnes lors de la collecte de données. C'est-à-dire que l'entreprise, lorsqu'elle collecte une donnée, doit informer dès le départ sur le pourquoi de la collecte et l'utilisation finale qui vont être faites. Et tout au long du cycle de vie de la donnée, tout au long de la relation qu'elle va avoir avec ses prospects et ses clients, elle va devoir aussi certainement collecter le consentement. Oui. Mais ce consentement, il n'est pas irrévocable. La personne peut très bien revenir dessus au cours de sa relation avec l'entreprise. Et ça a été une vraie nouveauté avec le RGPD. Et le dernier point, c'est la sécurité de données. Tout ce process de collecte, de processing de la donnée, de traitement et de relation avec les utilisateurs doit se faire à l'état de l'art au niveau sécurité. Et ce qui est très compliqué, c'est que la plupart du temps, la sécurité est à la fois interne à l'entreprise, mais aussi avec des sous-traitants qu'elle peut plus ou moins maîtriser en fonction des typologies de données. J'ai aussi quelques petites questions un peu plus, parce que tu as parlé que la CNIL avait aidé, d'un point de vue RGPD, à faire des fiches en fonction des secteurs. Donc ça a aidé un peu les entreprises à garantir un peu la conformité. Tout à fait. Comment elles se sont organisées au final en interne, parce que c'était assez nouveau. J'imagine que tout le monde n'a pas forcément les mêmes connaissances. Donc comment ça s'est passé? Parce que toi, tu travailles du coup sur plusieurs missions là-dessus. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton point de vue d'organisation interne? Tout à fait. Les entreprises ont dû revoir totalement leur gouvernance autour des données. Tout d'abord, avec l'émergence du RGPD, elles ont dû nommer le fameux Data Protection Officer, le fameux DPO dont on entend tant parler. Que tu as été. Exactement, que j'ai été pendant plus de 3 ans, effectivement, pour une grande agence média mondiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce DPO, c'est un poste créé par et pour le RGPD. Son rôle, c'est un rôle d'orchestrateur de la bonne conformité des données personnelles au sein de l'entreprise. Et ce DPO, il doit être multicasquette. Il doit connaître à la fois les données RH, les données IT, les données commerciales, les données marketing, toute autre typologie de données qui peuvent être collectées par son entreprise. Et il doit orchestrer la bonne conformité de son entreprise. Mais on comprend bien que le Data Protection Officer, il ne peut rien faire tout seul. Il a besoin de relais, d'une gouvernance. Et c'est pour ça qu'on a vu au sein des entreprises des véritables ambassadeurs qui ont été nommés dans des directions, dans des filiales, au sein même de chaque projet, pour être au plus près des enjeux business, des enjeux projets, et au plus près de la donnée qui allait être véritablement collectée. Tu peux du coup trouver des entreprises qui ont nommé des personnes un peu dans chaque équipe, parce que tu parles de données RH, données marketing, données IT, et il y a, je pense, personne de mieux que ceux qui travaillent dans ces données-là pour du coup être au plus proche des compréhensions. Exactement. Le Data Protection Officer, il ne peut pas tout connaître, il ne peut pas tout monitorer. Vous prenez l'exemple d'une grande multinationale avec plusieurs filiales, à lui tout seul, même s'il peut avoir une équipe, il ne peut pas tout vérifier. Et donc, il a besoin de relais dans les différentes équipes pour prêcher la bonne parole, pour vérifier, contrôler et surtout assurer la conformité de l'entreprise dans son ensemble. Donc ça fait un peu partie du défi que les entreprises avaient pour assurer la conformité, de trouver un peu des relais capables de les appuyer. Entre autres, le premier défi quand même qui a eu lieu dans les entreprises, c'est la bonne compréhension du RGPD. Voilà. Là, maintenant, on a 5 ans de recul, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient soumises à interprétation et il n'y avait pas de jurisprudence à l'époque. Et donc, il fallait effectivement comprendre entre les lignes comment appliquer le RGPD. Ensuite, il a fallu aussi faire comprendre aux équipes et au top management que les règles avaient évolué et qu'elles devenaient de plus en plus strictes. Et que le risque de non-conformité pouvait aussi en découler des sanctions, et des sanctions pécuniaires de plus en plus fortes. Il y a eu véritablement un changement de braquet par rapport aux sanctions avec le RGPD. Le deuxième grand défi, ça a été de cartographier les données personnelles présentes dans l'entreprise. En fait, ça peut paraître tout bête, mais une entreprise, il y a plein de services, plein de bases de données, plein d'outils utilisés. Et il a fallu au départ savoir où étaient présentes les différentes données personnelles dans les différents services. Et donc il y a eu tout un travail de cartographie qui n'est au final jamais terminé, parce que les métiers se réinventant, il faut toujours évoluer et toujours mettre à jour. Mais il y a eu un travail au départ, on va dire une sorte de baseline, une sorte d'initialisation au départ qui était très forte au moment du RGPD et qu'il faut maintenant continuer
à mettre à jour en continu. Et l'un des défis, ça a été véritablement aussi de former et sensibiliser l'ensemble des personnes qui manipulaient la donnée. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va réussir à assurer un haut niveau de conformité dans le temps et de manière industrielle. Il faut que chacun, avec son niveau de responsabilité dans la chaîne de valeur sur les données, soit responsabilisé et ne fasse pas n'importe quoi. Sans ça, il va forcément avoir un moment un dérapage non contrôlé, et ça ne sera pas la faute du Data Protection Officer ou du CEO, ça sera le fait qu'une personne a été mal sensibilisée ou mal formée aux règles du RGPD. Et le dernier grand défi, ce sont les sous-traitants. Parce qu'il faut à la fois le faire en interne dans l'entreprise, mais aussi vérifier, contrôler et sensibiliser ces sous-traitants. Aujourd'hui, notamment en marketing, la chaîne de sous-traitance peut être complexe, elle peut être nombreuse, avec de nombreux acteurs, et donc il faut assurer aussi un haut niveau de conformité en interne, mais aussi en externe avec cet ensemble de sous-traitants dont il peut être de temps en temps difficile de savoir ce qu'ils font réellement sur les données et de contrôler véritablement leur gestion des données personnelles. Ok, donc ça fait pas mal de défis au final. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pas mal parlé de contraintes juridiques lorsque le RGPD est sorti. Comment est-ce que tu vois actuellement le véritable changement au sein des entreprises là-dessus ? Je pense que le principal changement qui a eu lieu, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que la prise de conscience qu'on ne pouvait plus faire n'importe quoi avec les données personnelles, qu'il y avait une vraie responsabilité autour de la collecte, du traitement, qu'il fallait aussi contrôler ses sous-traitants, qu'une grande partie des données collectées n'étaient pas forcément traitées en interne, mais étaient traitées par des sous-traitants que l'on contrôlait plus ou moins bien. Et donc c'est véritablement cette prise de conscience en interne qui a été pour moi le plus grand changement. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet data qui se lance sans qu'il y ait un correspondant ou directement le Data Protection Officer qui jette un œil sur la bonne conformité d'un projet data. Okay. Et ça, que ce soit un projet data RH, marketing ou commercial, il va avoir un œil sur tout. Il ne pourra pas forcément tout contrôler, mais il va être suivi et à la fin, il y aura une validation de sa part ou par l'un de ses relais sur la bonne conformité de ce projet. C'est devenu un mandatory pour chaque projet en fait. Exactement. C'est la même chose pour les sous-traitants. Aujourd'hui, pour être sous-traitant à la fois outil ou de prestation intellectuelle pour une entreprise, il y a souvent des questionnaires assez pénibles qu'il faut remplir. Il faut montrer patte blanche, montrer que l'on respecte le RGPD, souvent donner des éléments de preuve, certainement aussi mettre en avant un certain nombre de certifications qui montrent le bien fondé du respect de l'entreprise. Et donc, c'est devenu aujourd'hui un incontournable. Ok. Donc il y a 2 mois à peu près, on a soufflé les 5 bougies du RGPD. On est passé par plusieurs années de rodage, de mise en place effective. On a pu lire aussi pas mal de fois dans la presse les nombreuses sanctions qu'on a un peu mentionnées plus tôt avec la CNIL, donc le gendarme français du numérique. Si on regarde de plus près au niveau des sanctions, mais au niveau européen, sur tout ce qui était protection des données, on dénote à peu près 5 milliards d'euros d'amende en 5 ans. Pour des milliers d'entreprises du coup concernées. On peut voir un petit peu que ça a fait pousser un peu tout ce qui est PME et TPE à la conformité, mais du côté des géants du numérique, ça n'a pas l'air en tout cas d'apparence toujours aussi impactant. Du coup, est-ce que pour toi, tu peux nous dire un peu le constat que tu fais, que ce soit en France ou en Europe ? Est-ce que tu peux parler d'un avant et d'un après RGPD ? Pour les acteurs de la tech ? Ouais, principalement au milieu dans le secteur de l'écosystème marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vision qu'on a de la protection des données personnelles, elle est culturelle. Et le RGPD, c'est avant tout une vision européenne de la protection des données personnelles. Bien sûr, le RGPD, il a une volonté extraterritoriale, c'est-à-dire qu'il s'applique aussi à des entreprises étrangères voulant faire du business sur les données personnelles en France et en Europe, bien entendu. Mais quand ces entreprises de la tech, très souvent nord-américaines, arrivent sur le marché européen, elles arrivent avec une toute autre vision des données personnelles. Une vision sur les données personnelles le plus souvent mercantile, souvent patrimoniale, et avec des business models le plus souvent gratuits, dans lesquels le carburant qui fait fonctionner ces business models sont les données personnelles des utilisateurs des différents services. Et c'est là où ça se confond directement avec le RGPD. Parce que le RGPD sacralise quoi ? La protection des données personnelles. Il sacralise le consentement. Il sacralise aussi le droit de revenir sur sa décision. Le droit de rétractation et le droit aussi d'avoir accès à ces données, le droit de supprimer un certain nombre de données personnelles. C'est pas parce que j'ai été d'accord à un moment que j'ai pas le droit de revenir sur cet accord et de révoquer cet accord, c'est-à-dire de revenir sur mon consentement. Et donc on voit qu'il y a un choc culturel en fait, tout simplement, entre une vision
nord-américaine sur les données personnelles, une vision européenne. Grâce aux sanctions, grâce aux différentes mises en demeure, je pense que les acteurs nord-américains de la tech ont pris conscience de ce changement de paradigme. Aujourd'hui, elles n'hésitent pas à prendre de plus en plus la parole sur le sujet. Elles ont aussi compris qu'il ne fallait pas que dragouiller les directeurs marketing, mais qu'il fallait aussi se faire comprendre des data protection officers pour qu'ils comprennent aussi leur outil, ce qu'ils avaient mis en place pour la sécurité et la bonne conformité des données personnelles. Et là, on voit effectivement un changement de comportement vis-à-vis du RGPD. Mais ça pose aussi des contraintes pour ces grands acteurs de la tech, qui sont que, en fait, quand elles lancent un projet, quand elles lancent un produit, ce projet ou ce produit a une vocation mondiale, de s'appliquer partout de la même manière. Et là, on voit, dans les différentes approches, que la tendance, c'est de se régionaliser. Ouais. Quand un grand acteur américain va lancer un projet, il va peut-être le lancer de manière mondiale, mais avec certaines petites subtilités, spécificités, qui vont être différentes aux États-Unis qu'en Union européenne. Ou en Asie aussi. Et qu'en Asie aussi, dans lequel, effectivement, notamment en Chine, dans lequel il va y avoir d'autres spécificités pour des acteurs non chinois. Ok. Donc au final, c'est pas forcément un choix qu'ils font comme ça pour essayer de se conformer du coup aux autres. Ils prennent conscience de plus en plus, que ce soit donc, ce qu'on disait un petit peu avant, les plus petites entreprises, mais aussi les géants de la tech. Exactement. Alors, un certain nombre d'entre eux ont été peut-être contraints de prendre effectivement, de changer effectivement de mode de pensée par rapport à ça, avec des amendes assez lourdes qui ont été prononcées contre un certain nombre d'acteurs. Mais je pense que là, on arrivait à une certaine maturité et ils ont compris que s'ils voulaient continuer à faire du business dans l'Union européenne, il fallait vraiment changer de mindset et se conformer et surtout être proactif aussi dans leurs produits et le prévoir dès le départ de la conception. C'est le fameux Privacy by Design. Quand le RGPD est arrivé, ils avaient déjà leurs produits qui étaient conçus, qui étaient déjà déployés. Maintenant, on arrive avec une deuxième ou une troisième vague de produits autour des données et ils ont l'occasion de prouver qu'ils peuvent directement inclure le RGPD by design dès la conception et le déploiement des différents produits ou services associés. D'accord. Et du coup, là-dessus, est-ce que tu penses que le RGPD a rempli un peu tous ses objectifs, que ce soit parce qu'il y a toute la partie sensibilisation, mais est-ce que tu penses que tout ce qui était acté dès le début, dès son entrée en vigueur, c'est au bout de 5 ans réussi, on peut dire coché par le RGPD? C'est une question compliquée. Je vais essayer d'y répondre. Le RGPD, il a coché un certain nombre de cases. Les cases qu'il a cochées, c'est de sensibiliser le grand public aux données personnelles. Aujourd'hui, quand on discute avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos amis, tout le monde a une sensibilité autour des données personnelles, tout le monde sait qu'il doit faire attention et que ça a une valeur sur le marché et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. De manière miroir, les entreprises ont elles aussi se sont énormément améliorées sur le traitement des données personnelles. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les grands principes que j'ai édictés tout à l'heure sont la plupart du temps maîtrisés, sont sous contrôle. Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, à industrialiser, et ça, c'est un véritable apport du RGPD. Là où le RGPD n'a pas du tout coché la case, c'est sur l'émergence de champions européens. Car derrière, effectivement, la volonté de réguler les données personnelles et d'avoir une libre circulation des données au sein de l'Union européenne, il y avait la volonté, une volonté certainement plus politique, de faire émerger de champions européens, une innovation européenne autour des données. Et aujourd'hui, on voit que 5 ans plus tard, les parts de marché de chacun n'ont pas beaucoup bougé. C'est toujours trusté par les grands acteurs américains et nord-américains. Il y a les acteurs chinois qui sont en embuscade avec un certain nombre de grandes plateformes qui émergent depuis 2-3 ans sur le marché européen. Et les grands champions européens, français, allemands, etc., on les attend toujours. Donc ça, c'est un peu l'échec du RGPD, si on peut... C'est clairement un échec, c'est clairement quelque chose qui n'a pas été coché. Ok. Et si on parle RGPD, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'exportation du RGPD? Pour toi, est-ce que ça va inspirer d'autres régions du monde, du coup, à avoir des règlements pareils, donc par exemple plus en Asie ou aux États-Unis, pour avoir vraiment un règlement similaire et que ce soit du coup plus uniforme entre tous les pays et entre tous les continents? Alors ça, c'est un autre apport, effectivement, du RGPD au niveau mondial. C'est qu'il a influencé, effectivement, un certain nombre, et il a donné naissance à un certain nombre d'autres règlements, régulations un peu partout dans le monde. Mais avec des spécificités, et je pense que c'est important de bien comprendre que ces petites spécificités, ces petits changements sont extrêmement importants.
Si je prends la logique nord-américaine, avec effectivement le CCPA qui s'applique en Californie, on voit qu'il y a d'autres effectivement régulations aux États-Unis qui commencent à pointer le bout de leur nez au Colorado, en Virginie. Ils ont une toute autre logique. C'est souvent une logique non pas de consentement, mais une logique d'opt-out. C'est-à-dire, si je ne veux pas, je dois me déclarer. Et ça, on comprend tous que ça change énormément les choses par rapport au RGPD, dans lequel il faut collecter un consentement préalable à la collecte. Et bien sûr, il y a un droit d'opposition après coup, mais dans la plupart des cas, il faut collecter le consentement préalable. La logique américaine est plutôt sur une logique d'opt-out, c'est-à-dire d'opposition, si je ne souhaite pas. Et ça change tout en termes de volume de collecte de données associées. Okay. Dans l'un des cas, on va être à 90% de collecte de données, dans l'exemple nord-américain. Et quand on va collecter la collecte du consentement, en fonction des secteurs d'activité, si on prend un peu les benchmarks que l'on voit sur le marché aujourd'hui français, on va être à 50, 60, 70% maximum. Et donc on comprend que ce delta de 30 points, derrière, crée des trous dans la raquette, en termes de performance, en termes de mesure, en termes d'entraînement des algorithmes aussi. Et donc, il ne faudrait pas qu'au final, ça pénalise la région européenne sur justement l'émergence de champions en algorithmie, en intelligence artificielle, du fait de ne pas avoir assez de données pour entraîner les différents modèles. Mais donc à l'avenir, tu penses éventuellement qu'on pourrait, bon pas tout de suite, parce que là on voit qu'il faut 5 ans au RGPD pour commencer à vraiment bien se positionner et être ancré un peu partout, mais tu penses qu'à l'avenir, d'ici des dizaines d'années éventuellement, bon, le plus tôt serait le mieux, on puisse avoir une régulation mondiale pour que du coup il n'y ait pas forcément de différence, comme tu dis, de delta de collecte de données, ou c'est quelque chose qui serait quand même assez miraculeux? Moi je pense que c'est pas la tendance. Je pense que la tendance est une tendance régionale, dans lequel il va y avoir différentes plaques qui vont adopter des règles plus ou moins similaires. Et ça va morceler, on va dire, l'Internet, ça va morceler la collecte de données personnelles en fonction de ces différentes plaques géographiques. Les États-Unis, par exemple, sont aujourd'hui dans le même état que l'Union européenne avant le RGPD. On voit apparaître des initiatives des différents États, comme ce que nous, on a pu connaître dans l'Union européenne avant le RGPD. Et chacun, on va dire, essaie de tirer profit de la réglementation la plus favorable de son État par rapport à un autre. Ou le plus strict en fonction du positionnement de cet État. Ensuite viendra certainement aux États-Unis une couche d'uniformisation déjà au sein des différents États, avec une loi certainement fédérale, l'équivalent un peu de notre RGPD au niveau fédéral américain. Donc avant qu'on arrive à une réglementation mondiale sur les données personnelles, partagée à la fois par l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Union européenne, l'Asie-Pacifique, et peut-être dans une moindre mesure aussi le continent africain, je pense que là, il faut plus qu'une vie pour y arriver. Ok, bon. Bah, du coup, ce ne sera pas un prochain épisode là-dessus. En tout cas, merci pour cette première explication complète du RGPD et de ces 5 ans de mise en place. On voit du coup que ça a quand même contribué à ce que ce soit le continent européen ou là, comme tu le disais, même au point de vue à l'échelle mondiale, à sensibiliser, que ce soit donc les annonceurs, même les utilisateurs avec toutes les questions de consentement, la question de protection des données personnelles. Tout à fait. Donc c'est une prise de conscience vraiment commune qu'on voit de plus en plus et on voit d'ailleurs notamment de plus en plus de nouvelles réglementations. Tu as parlé un peu rapidement tout à l'heure de l'IA Act, du DMA, du DSA, de l'e-privacy. Donc ça fait beaucoup de régulations. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu quand même le rôle de toutes ces différentes régulations? Oui, je peux. Ah, c'est pour ça que tu es là. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'objectif de l'Union européenne, de la Commission européenne autour de l'ensemble de ces règlements ou de ces régulations. C'est de créer une souveraineté européenne sur les données. Une souveraineté unifiée sur un territoire qu'est l'Union européenne. Donc ça a commencé avec le RGPD en 2018. Ensuite, ça va effectivement s'accélérer dans les semaines et mois qui viennent, avec un certain nombre de règlements qui vont venir compléter le RGPD et encore accentuer ce degré, cette volonté de souveraineté au niveau de l'Union européenne. Depuis quelques semaines, il y a déjà le DMA au niveau marché qui a été mis en application depuis mai 2023. Il va venir progressivement effectivement se renforcer au cours de l'année pour prendre progressivement son envol. Et là, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas un ou deux acteurs qui trustent l'ensemble
de l'innovation, qui trosse l'ensemble de la plus-value sur le marché, que ces fameux gatekeepers soient régulés et qu'ils puissent avoir une émulation, une innovation de petits acteurs sur le marché européen. Typiquement, dans le DMA, il y a une obligation pour ces gatekeepers, donc souvent les grands acteurs nord-américains et aussi certains grands acteurs européens, de déclarer tout rachat d'entreprise dans un secteur d'activité, quel que soit le montant de ce rachat. Ils avaient déjà des obligations au préalable avant, mais c'était au niveau boursier, au niveau de la régulation financière, mais ça dépendait d'un certain montant. Okay. Là, quel que soit le montant, vu qu'ils sont déjà en position souvent de monopole, de duopole, eh ben, ils vont devoir déclarer leur volonté, et ça sera validé par la Commission européenne qui pourra invalider ce rachat. D'accord. Donc ça, c'est un exemple très concret du DMA. Le DSA, lui, s'attaque à une toute autre chose. Il s'attaque plutôt au contenu, à la responsabilité, effectivement, de ces plateformes sur le contenu qui est généré. Pendant très longtemps, elles se sont protégées en disant qu'elles n'étaient pas un média, pas véritablement non plus une plateforme, une sorte d'entre-deux. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont responsabilisées par rapport au contenu qui est propagé. Il ne faut pas qu'il soit haineux, il ne faut pas qu'il soit discriminant, il ne faut pas qu'il non plus engendre la manipulation politique d'un certain nombre de citoyens. Et donc, elles sont responsabilisées par rapport à ça via le DSA. Et ensuite, le dernier règlement, qui est toujours en gestation, sur lequel il faut vraiment s'attarder un petit moment, c'est l'IA Act, qui est le règlement en devenir sur la régulation de l'intelligence artificielle et l'ensemble des algorithmes associés. Okay. Et là, la Commission européenne a dit qu'elle souhaitait effectivement accélérer sur ce règlement, certainement pour la fin d'année ou début d'année prochaine. Je pense qu'effectivement, l'avènement de ChatGPT dans notre vie quotidienne a forcément influencé dans ce choix politique. Mais on comprend bien que voilà, le régulateur a un train de retard. Ouais. Il se focalise toujours sur les cookies tiers et les traceurs, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le terrain de jeu il a totalement changé. Le terrain de jeu d'aujourd'hui et de demain, ça va être les algorithmes, ça va être l'intelligence artificielle, plus ou moins autonome, ça va être de savoir si quand on discute avec quelqu'un ou lorsqu'on interagit avec un bot, est-ce que c'est une personne réelle avec laquelle on interagit ou est-ce que c'est un robot très bien entraîné qui est bluffant en termes de productivité et en termes de réponse. Est-ce que derrière, en termes de santé, en cas de problème, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un diagnostic d'une intelligence artificielle qui s'est trompée sur un diagnostic de santé, que potentiellement une banque vous a refusé un crédit à cause d'un scoring fait par une machine. Voilà, c'est tout ça, ça soulève des nouveaux enjeux sociétaux qu'il faut impérativement maintenant encadrer et fixer les limites. Et c'est tout l'objectif de ce règlement sur l'IA qui doit arriver normalement fin d'année ou début d'année prochaine. Début 2024. Okay, donc c'est un peu une course contre la montre, là, vu tout ce qui, comme tu disais, avec la mention de ChatGPT, mais on a aussi tous les autres grands acteurs, principalement nord-américains, qui du coup lancent pas mal de choses avec l'IA générative. Donc là, ils sont obligés de commencer à vraiment s'activer, entre guillemets, pour avoir des régulations complètes. Oui, et une régulation surtout uniformisée au sein des différents pays européens. On l'a vu avec ChatGPT, la CNIL italienne à un moment a bloqué pendant 15 jours parce qu'elle n'avait pas des réponses, selon elle, satisfaisantes. Ce blocage, on ne l'a pas eu en France, il n'a pas été réalisé non plus dans d'autres pays européens. Donc on pourrait légitimement se poser, est-ce que c'est parce que la CNIL française n'a pas fait son travail? Est-ce que c'est la CNIL italienne qui a fait beaucoup de zèle par rapport à ça? On est en droit de se poser énormément de questions par rapport à ça. Donc il faut un cadre uniforme, avec des règles claires, et surtout une hiérarchie sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est acceptable mais risqué et qui doit être fortement encadré? Et qu'est-ce qui est inacceptable? Et au-delà des données personnelles, c'est un choix de société. Où est-ce qu'on veut aller avec l'intelligence artificielle? Jusqu'où on veut aller? Ça dépasse la Commission européenne. C'est un débat certainement philosophique, politique, qu'on doit tous mener dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Est-ce que tu penses aussi du coup que toute cette partie plus sur l'IA Act, ça va faire en sorte que les métiers, notamment de DPO, vont évoluer? Alors, le métier de Data Protection Officer, il a déjà énormément évolué depuis 2018. Déjà, pour les entreprises, ce qui est important, c'est qu'il ne suffit plus de nommer un DPO pour être tranquille au regard de la CNIL. La CNIL, maintenant, elle a lancé un plan d'action dernièrement de vérification que ces fameux DPO avaient les moyens de leur ambition.
Est-ce qu'on leur donne un budget? Est-ce que lorsqu'ils posent des questions, on leur répond? Est-ce qu'ils ont aussi un certain nombre de ressources humaines, de ressources financières, de ressources en outils pour faire correctement leur travail? Donc déjà, on voit bien que le niveau d'attente et que l'exigence du régulateur, par rapport à il y a 5 ans, où il suffisait juste de nommer quelqu'un, a énormément évolué. Après, en termes de compétences, c'est effectivement quelqu'un qui doit se tenir à la page de l'ensemble des innovations qui se passent sur le marché. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il doit se tenir à la page sur l'ensemble des données de l'entreprise. Nous, là, aujourd'hui, on fait un focus ensemble, à juste titre, sur les données commerciales et marketing, mais lui, il doit faire la même chose sur les données RH. Si son secteur d'activité traite des données de santé dans les données de santé, dans les données bancaires, assurances, etc. Et donc, c'est vraiment un travail compliqué. Il doit s'appuyer sur de l'expertise interne, de l'expertise externe, provenant aussi de cabinets d'avocats, de cabinets de consulting, qui doivent aussi l'aider dans la bonne compréhension de l'évolution du marché. Et oui, demain, il faudra qu'ils comprennent comment fonctionnent les intelligences artificielles, qu'ils comprennent les risques associés, et ils devront certainement être formés sur ces nouveaux sujets très rapidement dans les prochaines semaines. Merci en tout cas pour cette analyse bien détaillée. On arrive un peu à la fin de notre podcast, mais on a des petites questions rituelles de fin. Vas-y, je t'en prie. On en a 3, donc ça va être assez rapide. On va commencer par une petite question de prédiction. C'est notre question boule de cristal. Pour toi, comment tu vois l'évolution, on va dire sur les 5 prochaines années, vu que là on fait un bilan à 5 ans, de cette tendance de régulation? Je pense qu'elle va fortement se renforcer, cette régulation. On l'a vu, il y a un certain nombre de règlements qui arrivent ou qui sont en train d'être lancés. Et donc, la grande complexité pour les entreprises, ça va être de comprendre, on va dire, l'articulation de ces différents règlements avec le RGPD, le DMA, le DSA, l'IA Act. Il va bientôt falloir un Bac+12 et un PhD pour bien comprendre effectivement tous les enjeux, la bonne articulation de l'ensemble de ces règlements. Donc, la tendance, elle va être à se durcir. Les attentes du régulateur vont aussi augmenter dans le temps. Et les enjeux aussi sur la vie privée des citoyens vont aussi être de plus en plus importants. Pourquoi? Parce que la donnée va être omniprésente, elle va même certainement devenir invisible. Il y a certains chercheurs qui parlent de poussière technologique, c'est-à-dire qu'elle va devenir invisible. On va interagir avec un certain nombre de choses, on ne saura pas si c'est humain, pas humain, ça sera peut-être même entremêlé à certains moments dans les parcours clients, dans les parcours digitaux auxquels on va être confronté. Et tous ces enjeux-là vont complexifier énormément la bonne conformité et surtout poser beaucoup de questions sociétales associées. Tu as un conseil du coup à donner pour anticiper ces changements? Déjà, il faut se tenir au courant, il faut faire une veille active, il ne faut pas avoir peur du futur. Le futur, il va être merveilleux, moi j'en suis convaincu. Il va juste être différent de ce qu'on nous connaît aujourd'hui. Donc il va falloir aussi appréhender effectivement ce futur qui va être différent. Et si je pouvais conseiller effectivement une lecture, lisez les livres d'Aurélie Jean. Aurélie Jean, c'est une brillante femme scientifique française. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut aussi les soutenir, qui connaît très bien les algorithmes pour les avoir appliqués dans le secteur financier et dans le secteur commercial. Elle a une approche aussi assez philosophique des algorithmes et elle conseille énormément en ce moment les pouvoirs politiques autour de tous ces sujets. Donc, elle a écrit 2-3 livres sur le sujet, je vous le conseille véritablement de les lire. Il permet de démystifier un certain nombre de choses autour des données et des algorithmes. Donc, lisez les différents livres d'Aurélie Jean. C'est une ressource à ne pas louper. Exactement. Merci beaucoup Guillaume je t'en prie. pour ce détail sur tout le bilan du RGPD. Merci pour tes conseils d'expertise. Je remercie aussi du coup tous nos auditeurs et nos auditrices pour avoir suivi ce podcast. Et on se retrouve après les vacances pour un prochain épisode de Data Break. Et pourquoi pas dans 5 ans. Exactement. À très vite. Merci Guillaume.